Hi, good afternoon, and welcome to this interview of Ezio Manzini. I would like to start by asking you a question, which is, what does design mean to you in one word? So you can answer via the link in the chat. Good afternoon and welcome to the World Design Policy Conference. Bonjour et bienvenue à cette conférence. Nous accueillons aujourd'hui Ezio Manzini, qui est un professeur théoricien international du design pour l'innovation sociale à l'école de Barcelone pour l'ingénierie et le design, et il est également professeur honoraire à la Polytechnique de Milan. Bonjour Ezio, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, bonjour Ezio. Good afternoon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos recherches? Pour l'instant, je travaille surtout sur le carrefour entre le design et l'innovation sociale. Mais c'est en fait une longue histoire pour moi qui tourne autour du design, de l'écologie, de la durabilité, surtout la durabilité sociale. Et je me centre surtout essentiellement maintenant sur le changement social pour la durabilité et la résilience. Okay. En ce qui concerne le concept de la démocratie, puisque cette conférence traite aussi de ce sujet, vous nous expliquez dans l'un de vos textes que la démocratie est un écosystème d'interaction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je vous remercie d'ailleurs pour cette question. Bien sûr, je suis un designer et je voudrais prendre le point de vue ici du design, pas seulement comme un citoyen lambda, mais je voudrais vous parler de la démocratie parce que c'est un de ces termes qui est très riche et donc aussi ambigu. Il peut être interprété de diverses façons. Il est important donc d'en dire quelques mots pour donner le profil de ce dont je veux parler quand moi je parle de démocratie. Cette définition de l'écosystème dans le cadre de la démocratie a plusieurs motivations. D'abord, de parler du risque, de réduire la notion et la pratique de la démocratie et d'en revenir au vote. Parce que le vote, bien sûr, c'est essentiel dans la démocratie, mais la démocratie, c'est bien plus que simplement le fait de voter. La démocratie, c'est une espèce d'atmosphère, d'environnement, dans lequel, avant tout, diverses idées, diverses opinions, diverses valeurs peuvent coexister. C'est la base de la démocratie. Et dans ces environnements, les idées peuvent être en concurrence, elles peuvent collaborer et elles peuvent aussi parvenir à des résultats partagés. La démocratie est aussi une écologie. Nous avons diverses méthodologies, différentes pratiques qui sont co-démocratiques. La plus habituelle, c'est le vote. Et pour nous, dans la tradition de ce terme, nous votons en fonction d'opinions liées à des partis politiques. Nous avons la démocratie représentative, qui signifie avoir un système qui permette de voter et qui représente les citoyens tout en mettant des idées sur le devant de la scène de la discussion. Nous avons des idées, nous ouvrons des possibilités de voter et parfois les idées peuvent être très fortes et parfois ça peut être des idées faibles. Nous avons maintenant des démocraties qui sont liées aux nouveaux médias comme des démocraties liquides. Certains de mes amis parlent aussi de la base démocratique avec une orientation sous forme de projet. Donc tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule démocratie, il y en a plusieurs qui peuvent être utilisées différemment au cas par cas. Et enfin, la démocratie est un environnement, et c'est probablement le début de toute l'histoire, où les citoyens ont le droit d'être libres de faire ce qu'ils veulent faire dans
la limite ou ce qu'il fait n'est pas opposé à la liberté des autres. Et aujourd'hui, nous devons ajouter cela non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour toutes les autres entités qui font partie de notre écosystème, de notre réseau de vie. Quand on parle de démocratie, et on en parlera probablement aussi, malheureusement, on doit invoquer aussi les crises dans lesquelles la démocratie intervient. On doit parler de ces écosystèmes très complexes et pas simplement d'une idée unique de la démocratie. Vous avez également mentionné dans vos travaux que la démocratie que nous avons connue jusqu'à présent est en crise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez cela? Oui, malheureusement, je pense que pour tous les participants, la crise de la démocratie est tout à fait claire. Et c'est vraiment bien en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi ça a été perçu comme une crise avant la pandémie et après la pandémie. Parce que la crise de la pandémie change tout et change aussi notre perception de la démocratie. Mais il faut dire que la crise de la démocratie existait déjà avant notre crise Covid. Et donc, si l'on veut comprendre les règles de cette difficulté, nous devons creuser le sujet. Comme tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est aussi un concept difficile. Mais je vais essayer de l'expliquer. D'après moi, je dirais qu'il y a 3 fils sur lesquels on peut tirer pour expliquer cette crise de la démocratie. D'abord, la démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple, comme vous le savez. Le peuple a le pouvoir de prendre des décisions. Donc vous êtes censé avoir des arènes où les gens se rassemblent directement, indirectement, pour décider de certains sujets. Ces dernières décennies, jusqu'à présent, la domination des critères économiques, ou ce qui a été présenté comme des critères économiques néolibéraux, une façon de penser, était telle que nous avons eu une loi dirigée par la motivation économique. Et ce, pour des choix que nous pouvons faire à petite échelle. Les citoyens avaient de moins en moins l'impression qu'il était possible de prendre des décisions. S'il n'y a rien à décider, il n'y a pas de raison d'avoir une démocratie. Et si je peux anticiper des choses par rapport à la Covid évidemment est une tragédie, mais comme tout, ça apporte énormément de changements, dont un changement positif d'après moi. Le fait qu'on a montré que ce n'était pas vrai, que tout dépend d'une économie qui ne peut pas être changée. La crise de cette pandémie nous oblige à surmonter les motivations économiques et à faire quelque chose qui, en fin de compte, est poussé par la motivation médicale, mais qui est politique. Donc, d'une certaine manière, nous revenons à la discussion sur le fait que la politique et la démocratie impliquent de faire des choix. Mais ce n'est pas la seule thématique. C'était la fin de l'impression qu'il n'y avait rien à décider. Autre point très fort, surtout dans les pays occidentaux, quand on parle de démocratie et d'écosystème, en fin de compte, il s'agit du gouvernement qui arrive au pouvoir après les élections. Mais le gouvernement est là parce qu'il y a des partis politiques. Des partis politiques qui sont des organisations qui, avec les médias qu'on a connus ce dernier siècle, ont permis de créer des arènes où, théoriquement au moins, les citoyens avaient la possibilité de discuter. Et ensuite, grâce à cette organisation hiérarchique, le résultat de ces idées pouvait déboucher sur des représentants qui étaient là pour proposer des idées au Parlement.
Mais en ce qui concerne les partis, ça a été l'organisation du dernier siècle, une organisation hiérarchique. Comme ça s'est passé pour toutes les organisations hiérarchiques, les nouvelles technologies, la connectivité notamment, ont d'une certaine manière fait fondre toutes les organisations verticales. Et les partis se retrouvent maintenant dans une crise énorme. Et quand c'est le cas, où les gens peuvent-ils se former leur propre opinion? S'ils n'ont plus ces arènes, s'ils n'ont plus cette pensée structurelle qui a été proposée par les partis, alors les citoyens doivent avoir des opinions sur tout. Et on a cette bulle de communication avec des idées parfois fausses circulent. Donc vous avez un ensemble mixte, un brouillon qui est l'une des conséquences non souhaitées de la connectivité. Et c'est probablement l'élément le plus évident de la crise. Enfin, il y a un autre sujet. La démocratie, même quand elle fonctionne au mieux, c'est une façon très compliquée de gouverner. Ça prend beaucoup de temps, c'est contradictoire. Et on a beaucoup de difficultés pour prendre des décisions. Mais pour moi, et j'espère pour tout le monde ici, c'est la meilleure façon de prendre des décisions quand même si ce n'est pas si efficace dans une perspective économique. Si vous avez un régime qui est beaucoup moins démocratique, qui semble beaucoup plus efficace, le régime non démocratique apparaît comme plus cohérent par rapport à cette efficacité recherchée pour prendre des décisions rapides. Voilà, bon, je ne vais pas poursuivre là-dessus, j'ai mon opinion, mais pour être clair, avec toutes les contradictions, avec tout le brouillon que la démocratie peut amener, c'est la meilleure façon de prendre des décisions et des décisions les plus sages. Et si quelqu'un veut me poser des questions par la suite, je pourrais bien sûr donner des exemples. Donc oui, nous avons au moins ces trois éléments qui sont reliés, mais qui sont également relativement indépendants. Et quand on parle de la crise de la démocratie telle qu'on la connaît, nous devons savoir qu'il y a des changements et nous devons maintenant imaginer de nouvelles manières d'organiser nos vies démocratiques. Merci pour cette réponse, Ezio. Si j'en reviens à la pandémie, vu que la pandémie limite nos libertés individuelles, d'après vous, quel est son impact sur l'écosystème démocratique dont vous avez parlé? Bien entendu, ici, la discussion devient beaucoup plus difficile. J'espère avoir pu aider avec ce que j'ai dit, mais c'était une vue générale de ce qui peut se passer à long terme avec un espèce de processus de démocratisation ou dédémocratisation. Mais l'idée, c'était toujours d'une possibilité de discussion et un temps donné pour la prise de décision. Bien sûr, au moment où nous faisons face à une pandémie, certaines décisions doivent être prises très rapidement. Et donc ici, il y a bien entendu une friction entre le fonctionnement de la démocratie en circonstances normales et la démocratie quand quelque chose doit être fait nécessairement de façon non démocratique. Ainsi, par exemple, dans la Constitution italienne, l'une des meilleures constitutions, on la considère comme très démocratique, mais on y prévoit qu'il peut y avoir des moments où on ne suit pas toutes les étapes de la démocratie normale. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous, ou tous, vous êtes bien convaincus que nous connaissons ici une tragédie. Et je comprends que nous ne devons pas nécessairement suivre toutes les étapes de la démocratie.
Ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi, designer, de le dire. Je ne suis pas là pour dire si ce qui a été fait est correct ou pas. Mais peut-être on pourra revenir sur ce point ultérieurement quand on parlera du design. Il a fallu que je croie en mon gouvernement, que je croie dans ce que disaient les scientifiques et que ce soit clair pour moi et pour les autres en tant que citoyen et aussi en tant que designer. Étant donné qu'il y a une espèce de démocratie quand même pendant la pandémie, la dynamique que l'on a toujours de la démocratie, c'est qu'à la base de la démocratie, il y a des tensions. Des tensions qui sont là pour rester et que l'on ne peut pas résoudre. Par exemple, dans la discussion générale sur la démocratie, il y a une tension entre la liberté et l'égalité, l'équité. Parce que si vous avez trop de liberté, d'une certaine façon, vous vous opposez à l'égalité de tous. Et si vous avez trop d'égalité pour chacun, vous réduisez les libertés individuelles. Certains disent que c'est un problème, oui, mais on a aussi la question de savoir ce qui rend la démocratie si apte à se modifier, à s'ajuster. Ces tensions sont ce qui crée, au cas par cas, de nouvelles conditions. Dans le cas d'une pandémie, il y a des tensions assez similaires entre la liberté, et dans ce cas, ce n'est pas tellement l'égalité, mais ce sont les biens communs pour toute la société. Et nous devons maintenant trouver un équilibre différent, un équilibre cohérent avec ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. Et nous devons probablement être attentifs pour essayer d'avoir une discussion afin de voir si c'est le meilleur équilibre moment après moment. Et j'espère que cela arrivera, mais que la pandémie sera derrière nous, parce qu'il faudra aller vite pour retourner à la condition précédente, pour ne pas maintenir ces circonstances perdues en matière de liberté. Il y a aussi une discussion philosophique importante autour de ce point, et je dis modestement qu'en tant qu'être humain, j'essaie de comprendre, mais essentiellement, j'essaie d'accepter ce que le gouvernement me dit. En tout cas, mon gouvernement, tous les gouvernements ne font peut-être pas la même chose. Et en tant que designer, j'essaie de clarifier les choses, d'utiliser mes outils de façon à aider au processus et à le rendre le plus clair possible. Si l'on passe maintenant au lien entre le design et la démocratie, maintenant que nous avons fait cette introduction à la démocratie, pouvez-vous nous donner des exemples qui ont fait évoluer le design sur base de la démocratie et comment le design peut soutenir la démocratie? Étant donné que la démocratie est un concept complexe et structuré, j'ai parlé des écosystèmes. Le design, aujourd'hui, peut-être même plus que jamais, peut s'exprimer de diverses manières. Donc il n'y a pas un seul point, un seul croisement entre le design et la démocratie, mais il y a plusieurs points, on peut avoir plusieurs facettes de la démocratie, plusieurs manières d'être un designer avec sa propre expérience, sa propre pratique. Donc il n'y a pas une réponse unique à la question. Il y a une multiplicité de réponses possibles. Pour essayer d'être bref et de rester dans les limites de mes aptitudes, j'utiliserai une façon de formaliser cette constellation de possibilités, passant par le travail qui a été fait par mon ami, malheureusement décédé, c'est Victor Marguerine. J'espère que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a été l'un des penseurs du design principal du siècle dernier et aussi du début de ce siècle. Nous nous sommes rencontrés, nous étions amis. Nous nous sommes rencontrés en 2017 et nous avons écrit
une lettre à la communauté du design à propos du respect de la démocratie. Donc c'était en 2017. Nous avons amélioré en fait une conférence que Victor avait faite en 2012 à l'université, qui est devenue une référence pour beaucoup. Donc pas seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres. Quand on voulait parler de design et de démocratie, on avait l'habitude de se référer à ce que Victor avait dit dans cette première conférence. Donc le design qui se trouve dans la démocratie, qui est pour la démocratie, le design de la démocratie, et je vais vous expliquer tout cela brièvement. Dans notre discussion, et sur la base également de ma propre expérience, nous avons également eu une quatrième conférence, le design un autre concept, le design est démocratie. Alors le design dans la démocratie, c'est le plus clair. Si la démocratie est une compétition d'idées, d'opinions qui sont organisées sous forme de mouvements, de partis, il y a eu et il y a plusieurs designs que l'on peut utiliser avec des aptitudes de communication. Tous les types de communication sont là pour soutenir le mouvement. Donc il y a le mouvement de la compétition avec d'autres où vous pouvez utiliser votre connaissance pour organiser des campagnes de communication, etc. Nous avons eu autre chose très intéressant, c'est une application de l'activisme du design. Donc pas seulement la communication traditionnelle, mais le fait de faire partie d'un mouvement qui invente, qui utilise sa créativité, sa connaissance. Par exemple, si l'on voit un mouvement de rébellion, il y a beaucoup d'inventions par rapport à la façon dont il se présente. Et là, c'est du design. Donc il y a une arène, il y a une possibilité de discuter et nous pouvons aider avec nos activités de communication ou avec notre activisme le renforcement du côté qui nous semble le plus intéressant. Ensuite, nous avons un concept classique, c'est le design pour la démocratie. Si la démocratie, de diverses manières, est une confrontation d'idées et que les idées sont basées sur des informations, sur base de données, beaucoup de travaux ont été menés et peuvent être menés, et de plus en plus d'ailleurs, où l'on parle de design de l'information. Le design de l'information est là pour utiliser nos outils de design pour clarifier comment fonctionnent des systèmes complexes. Les citoyens créent leurs propres opinions de façon forte et le travail du designer est là pour rendre ces systèmes plus clairs, plus tangibles, plus transparents. Et effectivement, il y a de plus en plus de collègues qui travaillent en tant que designers de l'information dans ce sens et ils font du très bon travail d'après moi. Ensuite, vous avez le design de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la démocratie est également un espèce d'organisme, ou plus, un écosystème même, où vous avez des sous-organismes qui sont les partis, les institutions, avec leurs branches, et ils doivent travailler. Une bonne démocratie, c'est une démocratie où toutes les institutions fonctionnent bien. Et donc le design, spécifiquement le design stratégique, peut jouer un rôle essentiel pour travailler avec ces organisations politiques. Et je sais que par le monde et aussi à Milan, nous avons un laboratoire de design pour la politique et dans beaucoup d'endroits, je connais notamment celui de Copenhague, vous avez ça aussi. Mais je vous en parle parce que je les connais
Mais je sais qu'il y a partout dans le monde des groupes de designers qui travaillent avec les organisations politiques ou institutionnelles pour essayer d'améliorer la procédure, la façon dont les partis se présentent. En quelque sorte, pour harmoniser les activités démocratiques, parce que les organisations qui participent à cette arène fonctionnent mieux. Ensuite, nous avons le design S-démocratie. Là, c'est peut-être un peu plus complexe, peut-être je pourrais y revenir plus tard, mais pour vous en dire quelques mots, dans la société, les activités démocratiques qui, ensemble, génèrent des résultats, peuvent également venir des mouvements sociaux, des organisations sociales, des citoyens qui essaient de faire bouger les choses avec ce qu'on appelle la transformation sociale pour des groupes qui s'associent pour faire bouger les choses. D'après moi, et c'était aussi l'avis de Victor et d'autres, ces activités que nous appelons innovation sociale de la base, ou des innovations qui sont aptes à être force de proposition et à apporter des solutions, de nouvelles manières de procéder. Tout cela doit être mis au cœur de cet écosystème de la démocratie. Peut-être je pourrais vous donner quelques exemples ultérieurement, mais je pense que je vais m'arrêter ici par rapport à votre question et on pourra continuer. Merci, Ezio. Si j'en reviens à ce que vous avez dit, vous nous dites que l'on fait face à une crise démocratique et vous nous donnez une solution dans vos recherches. Je voulais vous demander, pourquoi est-ce que vous croyez que la démocratie participative est très importante à l'heure actuelle? Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le projet centré sur la démocratie et en quoi il peut être une solution? Merci pour la question. Moi, mes amis, mes groupes, vous dites que nous avons trouvé une solution. Bon, malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Nous essayons, bien sûr, nous essayons de donner quelques éléments, quelques indications, mais la solution est encore loin d'être trouvée. Donc, je vais répondre à votre question. Par contre, mais nous et beaucoup d'autres, nous luttons pour trouver des manières d'aller à l'encontre de cette crise, mais il reste beaucoup à faire. Alors d'abord, pourquoi le design participatif est-il si important, encore plus aujourd'hui que précédemment? À nouveau, c'est un sujet assez complexe, mais je vais essayer de le clarifier. Qu'est-ce que c'est une démocratie participative? Bon, vous le savez, c'est la possibilité de créer des arènes dans lesquelles différentes personnes, différents citoyens ont la possibilité de mener des discussions qui amènent à des décisions. Et ces décisions devront ensuite être appliquées par ceux qui ont le pouvoir de le faire. Le processus consiste à centrer des sujets qui peuvent être discutés pour mettre autour de la table, table physique ou non, table métaphorique, donc d'avoir autour de la table plusieurs personnes qui sont les parties prenantes, qui sont impliquées dans le sujet qui est débattu, de prendre ensuite une décision et avoir quelqu'un qui ensuite ait le pouvoir de mettre cette décision en pratique. La dernière partie de l'histoire, donc la mise en pratique, signifie que le design participatif doit impliquer d'une certaine manière les institutions, parce que les institutions, ce sont normalement ceux qui ont la capacité, le pouvoir de la mise en pratique. Et donc, il y a une interaction entre une société, ses institutions, ses autorités qui peuvent intervenir dans la décision, des décisions bonnes pour la société et pour les institutions elles-mêmes. Alors, pourquoi est-ce si important?
et quels sont les critères. Franchement, le design participatif n'est pas totalement expliqué. La crise de la démocratie touche aussi le design participatif et pour différents facteurs que l'on pourra peut-être exposer plus tard. Mais pour moi, et pour les gens auxquels je me réfère, la crise du design participatif a ses propres motivations, mais moins profondes que la crise de la démocratie représentative. Parce que la crise de la démocratie représentative est centrée sur les grands partis, avec les organisations hiérarchiques qui s'effondrent. Et c'est probablement quelque chose qui ne peut pas être changé. Nous avons là de très grandes questions pour savoir comment régénérer les arènes et les groupes qui peuvent représenter les citoyens. Effectivement, ces démocraties représentantes sont encore très importantes et pour différents facteurs. Le système participatif n'a pas ce genre de problème, mais il y a des problèmes aussi dans ce système. L'une des motivations principales de la crise, après des décennies où il y a eu beaucoup de tentatives partout dans le monde pour utiliser convenablement ces idées de la démocratie participative, il s'agit simplement de demander aux citoyens de participer à la conversation. Les gens passent du temps, donnent de l'énergie mentale également pour trouver des solutions. Et quand on a la solution, personne ne l'applique. Donc les gens commencent à avoir l'impression qu'il y a une disconnexion entre l'énergie qu'on leur demande pour prendre des décisions et, en fin de compte, le fait que ces décisions ne sont pas prises ou qu'elles sont prises de façon non cohérente par rapport à ce qui a été décidé au départ. Néanmoins, c'est très important parce que il est vrai que les changements qui ont lieu dans la société et qui sont à l'origine de la crise, de la façon dont les opinions ont été générées, et quand je parle d'opinion, je veux dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des idées par nous-mêmes, des idées qui sont créées dans le cadre des interactions avec d'autres. Donc nous ne pouvons pas avoir des opinions sans une arène où nous avons confronté nos opinions à d'autres. Et donc dans la démocratie traditionnelle, dans les arènes traditionnelles, ces arènes disparaissent. On a la télévision, on a Twitter, ce ne sont pas des arènes. Ils ne créent que des bulles de communication. Le point positif dans ce design participatif, c'est que quand il fonctionne bien, il concentre des sujets, il crée un public, une arène, et c'est une manière de créer des opinions et de donner à ces opinions la possibilité de proposer le résultat de la discussion à d'autres. Et pour moi, c'est la raison principale de son existence, la création d'arènes de discussion. Vous m'avez également demandé le sens de la démocratie centrée sur le projet, et il est utile ici de relier les outils, parce que ces outils sont interconnectés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cette démocratie centrée sur le projet? À nouveau, il s'agit là de définir un sujet, de trouver les citoyens qui peuvent être impliqués dans la prise de décision. Et ici, nous avons exactement la même chose que la démocratie participative. Mais au lieu de parvenir à une décision et de demander à quelqu'un d'autre de l'appliquer, la démocratie centrée sur le projet a une troisième étape, à savoir faire ce qu'on a décidé. Alors, pour vous donner une petite idée de ce concept, je vais prendre un exemple très simple. Si nous avons une démocratie participative qui vise d'avoir un parc dans un quartier, nous rassemblons les gens, on a une discussion par rapport au parc, on discute comment on veut organiser ce parc, et on demande aux autorités locales, à la ville, de le faire.
Et donc, il y a un groupe de personnes qui discutent, qui prennent une décision, et ensuite, ils demandent à quelqu'un d'autre de faire ce parc. Les autorités locales peuvent s'en occuper, et donc là, l'histoire termine bien, ou pour une raison ou une autre, ils disent « Ah ben non, il y a un problème, on ne va pas pouvoir le faire ». Alors, qu'est-ce que la démocratie centrée sur le projet? Par contre, ce n'est pas que l'on participe à des projets. Imaginez que vous décidez de rassembler tous les gens qui peuvent être intéressés par quelque chose dans votre quartier, que vous demandez qui est d'accord d'installer des espaces verts dans votre quartier et que vous occupez un espace et que vous commencez à créer votre jardin communautaire. Dans ce cas-ci, votre jardin communautaire, c'est le résultat du processus. Donc ce résultat n'est pas seulement une proposition que quelqu'un d'autre doit réaliser, mais c'est la réalisation concrète de ce que vous avez proposé. Et donc c'est un projet, parce que, en fin de compte, on réalise, on concrétise quelque chose. Donc ce n'est pas simplement décider d'un sujet, rassembler la coalition des gens qui sont intéressés, mais c'est aussi créer, réaliser ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, si l'on prend cet exemple du jardin communautaire qui est simple, on voit que les choses peuvent changer en fonction de l'époque. Quand on commence un jardin communautaire, quand on l'a démarré il y a 30 ans à New York, par exemple, le groupe était composé uniquement de quartiers et ceux qui réalisaient le travail, c'est une espèce de guérilla. On appelait ça le jardinage guérilla. On était en situation illégale et on devait s'affronter avec la police. Heureusement, quelques décennies plus tard, vous avez des jardins communautaires qui peuvent être réalisés avec un consensus et aussi avec le soutien de la ville. Après 30 ans, non, bon, il n'y a pas fallu 30 ans, mais après quelques décennies, en tout cas, les villes ont compris que ces citoyens qui étaient d'accord de créer un parc faisaient du très bon travail, pas seulement pour eux, mais pour toute la ville. Et donc, les villes, maintenant, ont des branches qui aident ces initiateurs. Et cela inclut, ces projets incluent donc les institutions. Je vais peut-être m'arrêter ici, mais bien sûr, je peux donner davantage d'exemples sur la façon dont on peut démarrer d'un petit groupe pour créer un prototype qui peut être reconnu dans les cas positifs, devenir une politique municipale. Et vous pouvez même avoir des gens qui votent pour cela. Mais je vais vous donner un exemple, parce que probablement beaucoup d'entre vous savent qu'à Paris, la dernière campagne pour élire le maire a été effectuée et on avait cette proposition de la cité du quart d'heure. Je pense que, même si vous n'en avez jamais entendu parler, cela signifie, vous pouvez comprendre que ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin devrait se trouver à moins de 15 minutes de chez vous. Et cette loi a été proposée et la maire a été élue. Donc c'est un bon exemple de la façon dont cet écosystème peut fonctionner quand il fonctionne bien. Vous pouvez être sûr que si le maire se réveille un matin et dit « Ah, ben, je voudrais faire cette ville à 15 minutes », alors les gens n'auront rien compris si ça sort comme ça du jour au lendemain. Ça ne peut pas arriver en tant qu'une décision subite. Ça peut être le cas à Barcelone, à Copenhague, à Milan, d'avoir ce type de slogan, mais il doit être voté par les citoyens. Il doit venir d'activités de la base, parce que la ville de 15 minutes n'est réalisable que si beaucoup de citoyens participent, que si beaucoup de citoyens comprennent la valeur de la solution. Alors cet exemple
me permet de vous montrer qu'il y a une interaction entre les groupes de gens qui font des choses, parce qu'ils pensent que c'est positif. S'ils ont du succès, s'ils sont reconnus, le concept peut s'étendre et les responsables politiques peuvent se rendre compte que c'est positif. Et en fin de compte, ça peut toucher la population générale de la ville et ça peut mener sur des référendums. On a parfois eu des référendums où tout le monde pouvait voter. Et comme je vous l'ai dit, c'est un exemple d'interconnexion entre les différents types de démocratie que l'on peut avoir dans un écosystème démocratique. Merci, Ezio. Alors, pour conclure cet entretien très intéressant, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le rôle du design et de la démocratie change dans cette époque de post-pandémique? Et d'après vous, qu'est-ce qui est le plus urgent et le plus important à faire maintenant? Oui, on a un peu anticipé la question. D'abord, il y a quelque chose de très délicat par rapport à la pandémie. Et ce n'est pas que du design, c'est de la politique, de la morale, du médical. Et ce n'est pas à moi d'en débattre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tension entre les libertés individuelles et les choix médicaux qui deviennent des choix politiques pour chacun. Que pouvons-nous faire? Comme je l'ai dit, nous devons être très attentifs par rapport à ces déséquilibres, parce que nous devons vivre au-delà de la pandémie. Nous devons être attentifs, mais je pense que personne ne peut dire exactement ce qui va se passer. En fin de compte, on ne sait pas. En tant qu'être humain, je crois que nous devons bien veiller à ce que ce déséquilibre que nous acceptons, à ce que cette réduction de nos libertés individuelles soit bien transitoire. Veillons à ce que ça ne devienne pas la nouvelle normalité. Et à nouveau, ce n'est pas un problème que pour les designers, mais pour tout le monde dans la société. En tant que designer dans ces nouvelles situations, je pense que ça revient à ce que je vous ai dit pour la démocratie. Nous pouvons utiliser nos outils de communication pour travailler dans ces temps difficiles, pour aider et à clarifier la situation. Pour moi, le fait qu'il faut utiliser un masque, se laver les mains, utiliser la distance sociale, etc. Nous pouvons améliorer la transparence pour le design dans la pandémie. Ça a été donc de donner les meilleures informations possibles dans le design de l'information. Et on a vu à quel point c'était important. Et l'importance d'avoir des choses visuelles qui nous exposent ce qui se passe. Travailler à l'intérieur de l'organisation, donc des sujets très pratiques, de savoir comment les hôpitaux sont organisés. Et ça représente beaucoup de travail que les designers peuvent et doivent faire. Et comme dans la démocratie, il s'agit de reconnaître comment les éléments se restructurent, ce qu'on appelle la macro-socialité. On n'en discute pas ici, mais quels sont les éléments qui ont changé ces derniers mois? Le fait que l'on ait redécouvert comme c'était important d'avoir des gens autour de soi. Avec notre groupe, nous travaillons sur la notion de proximité et comment nous pouvons développer une idée de proximité qui donne un sens de proximité sociale, donc pour l'échange de soins, mais aussi comment la proximité peut être basée sur des dispositifs numériques, comment on peut équilibrer les aspects numériques, physiques, comment les utiliser dans la pandémie, par exemple pour travailler au développement d'une idée de proximité
qui peut demeurer en tant que valeur après la pandémie. Je ne veux pas dire que c'est plus important que le reste, mais ça me semble essentiel parce que mon groupe et moi, nous en avons la compétence et donc ça nous semble très important. Cet entretien se termine. Merci Ezio de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci aux participants. Vous pourrez vous connecter à 16 h à la conférence suivante.